Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci pour cette proposition d'intervention. Donc, je suis Jérôme Petitjean, je suis directeur d'investissement chez Demeter. Alors peut-être, je suis ici pour vous livrer le point de vue côté acteurs privés et côté investisseurs d'acteurs privés qui interviennent dans des projets concrets pour la Smart City. Alors, très rapidement, qui est Demeter? En fait, Demeter est une société de gestion de fonds d'investissement qui sont dédiés à des projets dans la Smart City et la transition écologique. Donc, en fait, Demeter, c'est 35 collaborateurs, 80 investisseurs qui sont soit des grands groupes français qui sont investisseurs de certains de nos fonds, notamment les fonds qui investissent dans les startups, ou des investisseurs institutionnels, sociétés d'assurance, caisses de retraite ou banques ou caisses des dépôts, qui investissent dans nos fonds que nous gérons pour leur compte. Nous avons environ 1 milliard d'euros sous gestion avec 10 fonds d'investissement actuellement en cours de gestion. Et nous intervenons sur toute la chaîne d'investissement. Tout d'abord dans le capital risque dans les startups, avec d'ailleurs un fonds Demeter 6 qui est dédié Smart City, Smart Energy. Également dans le capital croissance, et nous gérons d'ailleurs pour le compte de la ville de Paris le fonds Paris Fonds Vert, dont la ville de Paris est investisseur aux côtés d'autres investisseurs privés. Le fonds fait actuellement 100 millions d'euros avec un objectif de 200 millions. L'objectif de ce fonds, c'est d'investir dans des PME, des ETI pour la transition énergétique des métropoles. Et nous gérons également un autre exemple dans la partie infrastructure, un fonds qui s'appelle le Fonds de modernisation écologique des transports et qui, lui, a vocation à investir dans des projets pour la mobilité durable. Alors, pour illustrer un peu mon propos, j'aime bien repartir de ce schéma qui illustre un peu, lorsqu'on se parle de ville durable, de Smart City, les interactions entre les différents secteurs, les différentes activités dont on parle et qui gravitent autour évidemment donc, des sujets de gestion de l'énergie, Smart Grid, et autour de ces sujets évidemment les sujets d'efficacité énergétique à travers les bâtiments, Smart Building, gestion des bâtiments, que ce soit les bâtiments publics ou l'habitat individuel. Évidemment, tout ce qui relève aussi des écoquartiers et des usages. Et dans la Smart City, donc également les innovations de services. Et autour de tout ça, ce qu'on a tout à fait à droite, donc c'est la ville numérique, c'est-à-dire que évidemment tout ça peut fonctionner et interagir en considérant qu'évidemment il y a des données qui sont utilisées, qui sont mises à disposition et qui sont ensuite utilisées pour optimiser les usages entre les différentes fonctions de la ville et les différentes activités. Alors à travers ça, mon propos, à travers ce schéma et mes exemples, mon propos côté investisseur dans des startups et des projets, c'est d'illustrer comment on peut favoriser l'innovation, l'expérimentation et des projets réels en mobilisant les acteurs privés à différentes strates d'intervention et selon différentes modalités de coopération avec notamment les entités publiques ou les entités privées. Alors ça passe par 4 grands secteurs que je vous propose de retenir ici, mais c'est tout ce qui relève des ruptures technologiques, donc tout ce qui peut concerner les innovations en termes de matériaux, de systèmes de gestion, tout ce qui concerne des services innovants avec des mutualisations publiques-privées, tout ce qui concerne évidemment, c'est un enjeu majeur, la gestion intelligente de l'énergie en fonction des différents usages, et également comment apporter de l'intelligence à des infrastructures, soit des infrastructures existantes, soit des infrastructures nouvelles. D'ailleurs, il y a un terme un petit peu en discussion actuellement qui s'appelle les infrastructures augmentées, c'est-à-dire une couche de données et d'usages qui permet d'améliorer et d'optimiser l'usage des infrastructures de tout type pour la mobilité ou d'autres, ou les réseaux de chaleur ou les réseaux d'énergie. Alors, le premier exemple que je trouve intéressant de société dans laquelle nous avons investi, une start-up qui s'appelle Energy IP, et donc qui est plutôt sur un volet rupture technologique. Donc Energy IP, c'est une société qui s'appuie sur une technologie d'alimentation par câble Ethernet, Power over Ethernet. Donc dans cette technologie, en fait, l'alimentation au courant continu et l'information transitent par des câbles Ethernet, donc vous n'avez plus qui sont appliqués au bâtiment. Donc dans ce cas-là, vous simplifiez le câblage, donc il y a un sujet évident de simplicité. Vous n'avez plus de tableau électrique, plus de câblage électrique, mais uniquement un câblage informatique avec des tableaux de centralisation.
Et ça vous permet, et ensuite, vous pouvez connecter chaque module d'un bâtiment avec une adresse IP qui est connectée à une centrale de gestion et qui vous permet d'avoir un pilotage du bâtiment immédiatement, de façon native, avec la connexion de tous les sujets de climatisation, alimentation, éclairage, store et autres. Et la société a également d'ailleurs développé son propre multicapteur de luminosité, présence et température qui permet ensuite d'avoir donc de la GTB dans des bâtiments. Donc ça, c'est vraiment un exemple, de mon point de vue, d'innovation technologique dans la conception de bâtiments. Et cette société a réalisé à ce jour 2 sites pilotes, un pour Bouygues Construction et un pour EDF. Et évidemment, cette technologie a obtenu toutes les certifications officielles. Autre exemple de société dans laquelle nous avons investi, c'est la société Steamergy, qui propose en fait une offre de cloud intégrée à des bâtiments, qui constitue donc en fait des chaudières numériques. En fait, la thématique, c'est de réconcilier transition énergétique et transition numérique, et donc de constituer une infrastructure numérique qui chauffe les villes, en tout cas qui chauffe les bâtiments, qui peut produire du chauffage ou de l'eau chaude. Donc en fait, le principe est assez simple. On installe des serveurs et des mini data centers dans le sous-sol de bâtiments. Ensuite, vous pouvez considérer que plusieurs serveurs couplés entre eux dans plusieurs bâtiments peuvent constituer une offre de data center. Évidemment, ces serveurs dégagent de la chaleur. Vous avez des échangeurs thermiques au sein de chaque bâtiment avec un contrat de performance énergétique apporté par la société qui vous permet de donner ensuite un apport de chaleur pour l'eau chaude des bâtiments ou le chauffage de ces bâtiments. Et vis-à-vis de l'extérieur, évidemment, vous avez une offre de cloud, de stockage de données. On parle évidemment de villes numériques et de données. Donc évidemment, ces données génèrent de l'activité et de l'énergie. Il faut également la stocker. Et donc, on réutilise cette énergie dégagement de chaleur pour chauffer les bâtiments. Là, vous avez un exemple ici qui est une chaudière numérique dans l'université Jean Moulin à Lyon. Et cette société a également remporté un appel d'offres innovant de la ville de Paris pour équiper la piscine de la Butte aux Cailles à Paris et chauffer l'eau de la piscine. Il y a 100 serveurs qui sont installés au sous-sol, sous le bassin de la piscine. Donc voilà un autre exemple où là, qui à mon sens illustre bien l'interaction entre deux fonctions essentielles qui sont évidemment l'énergie, les usages énergétiques et numériques et les usages évidemment de bâtiments. Donc vous avez une interaction directe d'ailleurs avec deux offres qui sont de fait directement couplées dans des bâtiments et une offre, je dirais, ouverte vers d'autres opérateurs pour l'utilisation de cloud et de stockage numérique. Autre exemple de société, donc là, autre illustration de mon propos, là je suis plutôt sur une partie innovation de service. Une autre exemple de société dans laquelle nous avons investi, c'est la société Zenpark. Donc Zenpark, c'est une société créée en 2011 qui, elle, conçoit, développe, exploite une solution de bout en bout de parking mutualisé avec une application et un système électronique de commande sur site. Donc en fait, Zenpark, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe des accords avec des bailleurs, des hôtels, des supermarchés, des exploitants de parking publics ou privés. Et l'idée est de mettre toutes ces offres de parking lorsque ces parkings sont sous-utilisés, donc la nuit ou en heure creuse, en fonction des différents usages. Toute cette offre est mise en place sur l'application. Et ensuite, vous avez donc à disposition, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, une proposition de stationnement de courte, moyenne ou longue durée sur ces parkings, sachant que vous avez un accès directement piloté avec votre téléphone portable, puisqu'en fait, Zenpark installe des boîtiers sur site qui vous permet, vous, quand vous arrivez, de piloter et la barrière est commandée et s'ouvre lorsque vous avez accès et votre temps est décompté, enfin, comme un parking public, je dirais, classique. Donc l'idée, la première évidemment évolution, c'est une mutualisation d'offres. Donc c'est un complément d'offres par rapport à du stationnement d'offres, une offre publique, qui vous permet également donc de mutualiser une offre complémentaire en optimisant les usages et d'ailleurs en réduisant par ailleurs la place de la voiture en surface pour la ramener dans d'autres emplacements qui peuvent être en souterrain ou dans d'autres emplacements privés. Alors après, ce qui est intéressant avec Zenpark, c'est qu'on peut aller un cran plus loin. Là, on se parle de parking partagé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller un cran plus loin et parler de parking mutualisé. Donc c'est d'autres projets que la société développe actuellement.
où là, vous avez des parkings dans des îlots de Smart City, d'éco-cité, dont la place ne correspond plus à un utilisateur, mais à un usage. Et donc un exemple intéressant pour ZenPark, c'est un projet en cours de construction qui s'appelle Smartseille, un quartier éco-cité à Marseille, où sur un îlot, ZenPark gère un parking mutualisé de 650 places. Et dans cet îlot, vous avez des bureaux, des équipements publics et des logements. Et en fait, chaque utilisateur a une garantie de place, mais n'a plus de place attribuée. Et donc, vous avez une gestion dynamique du stock de place, des usages, en fonction de la journée, évidemment. Le soir, c'est plutôt du résidentiel, la journée, c'est plutôt des gens qui viennent travailler. Et vous optimisez donc les utilisations des places avec une garantie d'avoir une place à l'arrivée quand vous rentrez chez vous le soir, et avec évidemment toute une gestion dynamique, un stock. Enfin, je vous passe les détails techniques, mais tout ça peut être complètement optimisé, qui permet, de maximiser l'usage de ce parking et de fait d'en réduire le volume. Voilà. Et si on réfléchit encore un cran plus loin lorsqu'on parle de ces types d'applications, on peut imaginer des services complémentaires. Le fait qu'à un moment donné, vous imaginez des places qui sont liées à des bornes de recharge pour véhicules électriques. Et si on se projette encore plus loin et on imagine des véhicules autonomes, évidemment, cette application, ensuite, on peut également mutualiser et stationner des véhicules autonomes lorsqu'ils ne tourneront pas en pleine puissance, par exemple la nuit, les stocker pour les déployer ensuite de jour aux endroits les plus stratégiques en fonction de la demande de ce type de véhicule. Voilà. Donc voilà un autre exemple d'application d'initiative de services complètement privés, mais qui mutualisent de l'offre publique et de l'offre privée dans les différentes métropoles. Et un dernier exemple d'intervention dont je voulais parler. Donc là, on est plutôt sur des projets, un projet privé suite à un appel à initiative privée d'une entité publique. Donc en fait, la métropole du Grand Lyon a lancé en 2017 un appel à manifestation d'intérêt, un appel à opérateurs privés, initiative privée, pardon, d'opérateurs de recharge, pour déployer un réseau de bornes de recharge, en tout cas pour proposer des réseaux de bornes de recharge sur le territoire de la métropole. Donc là, on était vraiment dans une démarche d'appel à initiative avec un cahier des charges, un état des lieux de l'existence sur les recharges disponibles sur la métropole, et donc le fait de proposer de façon assez libre un projet de déploiement, de complément pour une offre de recharge pour véhicules électriques à l'horizon 2020. Alors, nous avons répondu là sur un fonds qui investit plutôt dans les infrastructures. Donc, je vous ai plutôt parlé de fonds qui investissent dans les startups. Là, on a mobilisé plutôt un fonds qui investit dans les infrastructures. Donc, l'idée là, c'est de financer le déploiement d'un projet d'infrastructure. Et nous avons donc remis une offre avec Easyvia, qui est une filiale du groupe EDF spécialisée dans la gestion de bornes de recharge et la mobilité électrique. Nous avons proposé donc, dans le cadre de cet appel à initiative privée à la métropole, un projet global sur tout l'ensemble du territoire de la métropole, sur l'ensemble des communes, d'un réseau de plus de 630 points de charge, un peu plus de 315 bornes dans le maillage de base, avec donc un régime d'occupation du domaine public suite à la consultation lancée par la métropole. Et les enjeux et les objectifs de notre offre, c'était donc de déployer un projet sur l'ensemble du territoire de la métropole, mais ne pas se focaliser sur l'hypercentre pour des sujets de mutualisation et d'usage, j'y viendrai juste après, et qui répond à tous les usages de la charge, c'est-à-dire qu'on a essayé de proposer une offre globale avec différentes puissances de charge qui permet, selon nous, de couvrir à la fois l'usage résidentiel, la recharge de nuit, donc dans des zones résidentielles, avec de la recharge de moyenne puissance, et puis des recharges rapides pour des usages d'itinérance, de recharge d'appoint, et l'utilisation par des flottes de véhicules également, ou des professionnels. Donc là, on se parle de flottes de véhicules de loueurs, de taxis, de logisticiens, qui pourront également se greffer sur le réseau. Et la logique territoriale de maillage, selon nous, elle doit pouvoir également répondre à des offres de free floating ou d'autopartage par véhicule électrique qui pourront trouver également un accès à un réseau de recharge maillé sur le territoire.
Alors voilà une carte indicative de la densité de réseau de bornes en fonction sur le territoire de la métropole que nous avons envisagé, en fonction de projections sur la demande, les usages et l'utilisation et le type de charge. Donc le déploiement de ce projet est prévu en 2019-2020. Donc encore une fois, c'est un projet d'initiative privée, donc privé, il n'y a aucune subvention publique. A contrario d'ailleurs, nous payerons une redevance d'occupation du domaine public à la métropole du Grand Lyon. Et dans la caractérisation de ce projet, on a évidemment intégré différentes composantes importantes dans le sujet Smart City, gestion de l'énergie. Le premier, c'est évidemment une approche open data, c'est-à-dire le fait d'avoir à un moment donné un accès aux données d'utilisation du réseau, de localisation des bornes, d'occupation de ces bornes et de disponibilité. Sujet également de bornes qui seront compatibles avec des sujets de smart charging. Évidemment, quand vous commencez à avoir un certain volume de bornes et de véhicules qui se rechargent, il peut y avoir évidemment un intérêt à piloter la charge et pouvoir moduler la charge en fonction des pics de demande sur le réseau électrique. Donc, c'est des fonctionnalités qui seront intégrées. Les caractéristiques techniques des bornes, évidemment, sont en conséquence, avec évidemment également des sujets de possibilité de réserver sa borne de recharge ou d'avoir la visibilité sur la disponibilité d'une borne lorsque vous êtes sur une partie résidentielle ou professionnelle. Nous discutons également dans le cadre de ce projet à une expérimentation sur certaines bornes de véhicules to grid. Donc là, vous savez sans doute ce que c'est, mais le sujet, c'est la voiture qui est chargée et qui envoie de l'électricité sur le réseau. Donc là, on est sur un sujet qui correspond, lorsqu'on commence à avoir un gros volume de véhicules électriques, on peut avoir un intérêt à avoir une décharge des véhicules électriques sur le réseau électrique dans certaines zones locales pour justement profiter d'effacement sur la demande, le pic de demande. Et puis évidemment un approvisionnement global en énergie renouvelable pour ce qui relève de ce réseau. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple, je dirais, d'infrastructure le plus concret actuellement. Encore une fois, la mise en place de ce projet est en train de se faire et les premiers déploiements sont envisagés pour début 2019. Évidemment, ensuite, il y a des discussions commune par commune pour installer dans les endroits les meilleurs emplacements pour les futurs usages les différentes bornes de recharge qui se présenteront sous forme de stations avec 2, 3 ou 4 places et des bornes de charge qui sont évidemment compatibles avec tout type de véhicules électriques. Voilà, je dirais 4 exemples qui illustrent, à mon sens, les différentes strates d'intervention possibles d'acteurs privés et différents modes d'intervention entre public et privé dans le cadre de la Smart City. Voilà, si vous avez des questions, je suis évidemment à votre disposition. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Alors, on vous demande de vous présenter si vous voulez bien. Merci. Oui, bonjour. Karim Asnaoui, Nantes Métropole. J'avais une question sur le dernier projet que vous avez présenté. Vous parlez d'une approche open data. Est-ce que du coup, vous avez travaillé sur la propriété de la donnée, savoir si c'était la métropole de Lyon qui était propriétaire des traitements et de la donnée, ou est-ce que c'était l'opérateur ? Alors, la réponse que je peux vous faire à ce stade, oui, on a eu cette discussion. Alors, il y a a priori 2 sujets. Dans le cadre de la convention avec la métropole, évidemment, il y a une mise à disposition. Donc, nous sommes engagés à mettre à disposition de la métropole les données d'usage du réseau pour avoir une connaissance côté métropole des usages et de la fréquentation du réseau. Ce qui ne veut pas dire que côté opérateur de réseau, nous ne pouvons pas non plus valoriser les données auprès de tel ou tel opérateur pour des utilisations précises. Donc je dirais, pour répondre en synthèse, il y a une convention de partage de données, c'est-à-dire que nous nous sommes engagés à communiquer les données sur la localisation, l'usage du réseau à la métropole. Et par ailleurs, l'opérateur de réseau pourra lui-même avoir une valorisation de ces données en fonction de tel ou tel acteur qui voudrait également utiliser le réseau de bornes de recharge. Mais du coup, vous savez qui est le responsable de traitement de la donnée ? Alors, le responsable de traitement de la donnée sera l'opérateur, donc ce qu'on appelle le CPO. Donc, en l'occurrence, ça sera Easyvia qui est donc l'opérateur qui est chargé de la supervision du réseau, la gestion technique et la maintenance, et qui a également d'ailleurs, qui développera d'ailleurs également l'application d'utilisation du réseau.
et qui sera donc également le propriétaire des données d'utilisation du réseau. Et simplement en complément, c'est un autre investissement que nous avons réalisé, mais ce réseau sera évidemment interopérable avec d'autres réseaux, donc vous savez peut-être, mais il y a également un sujet d'interopérabilité des réseaux. Donc nous serons également connectés à une plateforme qui s'appelle JREV et qui permet d'avoir une interopérabilité des réseaux entre eux. C'est-à-dire si vous avez le badge d'un autre réseau, d'une autre collectivité ou d'un autre opérateur, et que ce réseau est lui-même connecté à cette plateforme, alors vous pourrez également utiliser ce réseau avec ce badge sur la métropole de Lyon. Les échanges de données sur ces deux réseaux se font par l'intermédiaire de cette plateforme d'interopérabilité. Oui, bonjour, Christophe Delay de Besançon. Je reviens au deuxième projet dont vous nous avez parlé tout à l'heure, l'utilisation de la chaleur des systèmes de stockage, des serveurs. Comment on fait l'été? Qu'est-ce qu'on fait de la chaleur l'été? Bonne question. Donc après, on peut avoir d'autres systèmes de stockage, mais évidemment, oui, on peut avoir l'été un sujet alors, c'est pour ça, effectivement, il y a deux sujets. Hein. Il y a un sujet de production d'eau chaude essentiellement. Enfin, l'offre initiale, c'est bien sur la production d'eau chaude sanitaire. Donc là, on a vraiment un usage, je dirais, constant, a priori, en continu dans les bâtiments. Et vous pouvez avoir effectivement une gestion du surplus et du complément justement pour du chauffage. Mais encore une fois, Steamergy, effectivement, son offre de base, point important, effectivement, c'est d'abord l'eau chaude sanitaire dans les bâtiments pour gérer, je dirais, le flux en continu, et ensuite des compléments d'offres sur du chauffage. Voilà, mais après, vous avez un sujet de cycle. Je suis complètement d'accord avec vous. Est-ce que vous avez une toute dernière question? Sinon, on va clore le débat. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous pour votre présentation. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Alors, à suivre donc la plénière d'ouverture d'ici quelques minutes. Donc, le temps que les uns et les autres s'installent, qu'on remette un petit peu la scène en place. Et on revient d'ici 5 minutes environ.